Fais confiance aux gens et structure-toi pour avoir les yeux sur ce qu'il faut pour quand même garder le contrôle, mais tout en étant avec de la distance. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable, développer son cabinet et prendre plus de plaisir au quotidien. Je m'appelle Alexis Lama et je suis le fondateur de l'agence Booster Digital. Bref, aujourd'hui, je reçois, comme à chaque épisode et encore plus pour cette nouvelle saison, un invité exceptionnel. Je reçois Jonathan Calfa aujourd'hui au micro de l'Accounting Business Club, un épisode qu'on va vouloir très orienté sur le management, le bien-être, l'épanouissement et surtout comment on monte et comment on drive une équipe de rêve alors que l'attractivité est sur toutes les lèvres. Et c'est un vrai sujet que je suis très heureux d'aborder avec toi aujourd'hui, Jonathan. Salut Jonathan et bienvenue. Salut Alexis, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. J'ouvre le bal de la saison 2. Tu ouvres le bal de la saison 2, exactement. Une saison qui je pense, sera encore une fois exceptionnelle. Le but, c'est toujours pareil, c'est d'apporter plein de nouvelles voix, plein de nouvelles visions pour qu'on puisse au maximum développer les cabinets, en plus de tous les autres podcasts qui se font. En gros, aujourd'hui, si on est expert comptable et qu'on développe pas son cabinet, c'est vraiment qu'on n'y met pas de la bonne volonté. Exactement. Donc, écoute, Jonathan, je suis ravi vraiment de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on essaie de faire cet épisode. Pour moi, on a commencé presque un peu en même temps à l'époque du confinement, en tout cas en termes de visibilité, avec les lives de Vite Comptable. On était enfermés chez nous et on se croisait sur Instagram à cette époque-là. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je peux déjà commencer par te demander de te présenter un petit peu. Bien sûr. Effectivement, ça remonte au confinement. Ouais. On s'est rencontrés au confinement sur un live de Vite Comptable avec Ryan. Exactement. On était en train de se lancer des vannes sur le PSG et l'Olympique de Marseille. Exactement. T'avais ta petite veste de Booster Digital. Et moi, je me souviens de ça surtout. Et c'était très sympa. Fallait passer le temps. Ouais. Oui, on avait que ça à faire. C'était le soir en fin de journée et c'était très cool en vrai. Ouais, en vrai, c'est ça. Et du coup, moi, c'est Jonathan Calfa. Donc, je suis expert comptable, associé du cabinet CK. On est un cabinet qui a été cofondé en 2001. Donc moi je suis arrivé en 2014 parce qu'en 2001 j'avais 11 ans. J'ai 33 ans aujourd'hui. Les 2 associés fondateurs sont toujours là, c'est mes associés d'aujourd'hui. J'espère qu'ils resteront encore longtemps parce qu'ils sont très importants. Et en fait moi j'ai un circuit assez classique pour un expert comptable. J'ai fait DCG, DSCG. Ouais. J'ai eu mon diplôme assez tôt. Et puis je suis arrivé chez CK du coup en tant qu'expert comptable stagiaire. Et puis ensuite je suis passé associé. J'ai rapidement constitué une petite équipe. Et puis aujourd'hui on s'est bien développé. Aujourd'hui le cabinet on est presque 100 collaborateurs. On est une centaine d'ailleurs. Vous étiez combien quand t'es arrivé ? Quand je suis arrivé, on devait être 35 je pense, quelque chose comme ça. C'était fin 2014, en novembre 2014. Et oui, on devait être à peu près 35. Et là, on s'en rend compte quand on fait des séminaires. C'est hallucinant. Chaque année, le monde qu'on a en plus, etc. C'est incroyable. On recrute de façon très récurrente, tu vois, très vous périodique. Êtes en recrutement constant. Ouais, exactement. On est toujours à l'écoute. On chasse les bons profils. Et qu'on ait de la place ou pas, s'il y a un profil qui est intéressant, on le prend, on réfléchit après. Tu lui crées le poste, quoi. Voilà, si tu croises un talent. On sait que on a la chance commercialement d'être plutôt bon. Les clients nous recommandent parce qu'ils ont une bonne expérience. Du coup, on arrive à constituer des portefeuilles pour les collaborateurs. Et puis aujourd'hui, les recrutements sont de plus en plus variés parce que on recrute pas que des collaborateurs. Il y a des métiers annexes
qui avant n'étaient pas concernés par l'expertise comptable, type la com, le marketing, etc. Aujourd'hui, voilà, on est sur tout ça, la data, l'IA. Voilà, c'est des sujets qui sont importants pour nous. Et du coup, voilà, on ouvre des recrutements aussi sur ces différents métiers. Postes, quoi. Voilà, exactement. Comment, tu vois, ça m'amène on peut rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on parle de garder des talents et créer une équipe de folie. Comment tu arrives, toi, comment ils ont fait, toi, pour te garder quand t'es arrivé et faire ta carrière là-bas, quoi. Quand on voit aujourd'hui que c'est quand même assez volatile, je peux faire mon stage quelque part et repartir ailleurs. Quelle a été la secret sauce qu'ils ont eue et qu'est-ce qui a fait que t'as voulu rester? Alors en fait, c'est une bonne question déjà parce que souvent quand on parle de management, on me pose la question à moi comment je fais avec mes collaborateurs, mais je pense que si aujourd'hui j'arrive à fédérer, etc. autour du projet, c'est aussi parce que moi quand je suis arrivé, j'ai eu un bon exemple, tu vois. Donc Daniel et Cédric, c'est des super managers. Ils étaient hyper présents et on était plus petits aussi, donc c'était aussi différent d'aujourd'hui. C'est vrai que quand t'es 35, t'as pas le même mode de management et la même hiérarchie, on va dire, en interne que quand t'es 100 ou quand t'es plus que ça. Donc c'est à prendre en compte. Mais quand moi je suis arrivé, en tout cas, j'ai senti que j'étais écouté, tu vois. Parce que j'avais des demandes. Moi, j'étais expert comptable stagiaire. Je savais qu'il fallait que je passe par faire de la comptabilité, forcément. Mais j'aspirais à un peu plus de complexité, plus de relations clients, plus de conseils, etc. C'est ce que je voulais faire. Et bon, ils m'ont fait garder les pieds sur terre en mode prends ton temps, brûle pas les étapes, tu vois. Ça, c'est déjà important. Ouais. J'ai été suffisamment intelligent, je pense, pour le comprendre parce que j'ai vu passer des candidats qui sont venus chez nous et qui sont pas restés chez nous parce que ils voulaient faire du conseil alors qu'ils sortaient d'études d'il y a un mois et qu'ils étaient pas prêts du tout, et comme on leur donnait pas ça, ils étaient pas contents, ils voulaient partir, tu vois. Donc ça, je pense que c'est déjà s'il y a des jeunes collaborateurs qui écoutent, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit, c'est qu'il faut pas brûler les étapes. Donc ça, j'ai bien compris avec eux. Et puis après, si tu veux, ils m'ont fait participer à pas mal de rendez-vous avec des clients. Moi, après, j'avais aussi ce côté un peu commercial où j'avais envie de développer ma clientèle et tout. Donc, quand j'amenais un prospect devant Daniel ou devant Cédric, je participais au rendez-vous. Je parlais pas, mais par contre, je buvais les paroles, j'écoutais et puis j'ai appris énormément. Et puis au fur et à mesure du temps, je sentais que dans ce cabinet, l'état d'esprit était très différent. Voilà, quand j'ai fait mon premier séminaire avec CK, j'ai vu que putain, c'était une boîte extraordinaire, tu vois. Ouais. Surtout, j'avais fait des stages d'expertise comptable avant. C'est ce que j'allais te demander, ouais, justement. Voilà. Et du coup, j'avais vu des cabinets, on va dire un peu plus traditionnels. Quand je suis sorti des stages, je me disais ok, je vais me réorienter. Je ne veux pas faire ce métier. Tu vois, sachant qu'en 2014, on parlait pas encore du tout de marque employeur, etc., quoi. Donc en fait, t'as fait ton cursus jusqu'à CK dans des cabinets tradis où tu t'es dit bon, ok, au bout d'un moment, c'était presque ta dernière chance, quoi, CK, en gros. En fait, si tu veux, moi, la vraie histoire, c'est que j'ai mon cousin un jour qui m'appelle et qui me dit, tu sais, tu m'as dit que t'allais devoir trouver un cabinet pour ton diplôme, donc d'expertise comptable stagiaire. Et il me dit, j'ai rencontré un expert comptable. Putain, il ressemblait pas à un expert comptable. Et je sais pas, c'était différent. Je parlais avec lui, c'était différent. Je dis, bah écoute, vas-y, donne-moi le nom et tout. Et donc, je vais sur le site internet de CK et je vois tout de suite que ce qui est affiché sur le site, tu vois, je sens déjà dans les missions, dans pas mal de... J'avais des indices qui me montraient que ça donnait envie de rejoindre le cabinet. C'était clairement pas un cabinet. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand j'ai commencé après à échanger avec Daniel et Cédric, ça m'a tout de suite, en fait, en 1 heure d'entretien, je suis ressorti, j'ai dit, à tout prix, il faut que j'y sois. Ouais. Et en fait, après, une fois que j'étais chez CK, ça s'est confirmé. Tu vois, c'était vraiment le cabinet qui donnait envie aux collaborateurs d'évoluer. Tu sentais que tu n'étais pas freiné à l'évolution. Tu vois, si tu avais envie, tu pouvais. Tu vois, et encore aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est quelque chose qu'on a en nous et qui est très, très important. Un collaborateur qui vient, qui a envie d'évoluer, il va évoluer. Voilà, c'est une certitude. Il n'y a pas de hasard. Tu te donnes les moyens, tu vas avancer. Et du coup, c'était super important pour moi. C'est ce qui a fait, je pense, la différence, tu vois. Ouais. Et qui a fait que mon expérience a été concluante. Au bout de combien de temps t'es devenu... donc, en gros, t'es arrivé, t'as eu un très bon exemple de management, et c'est cool de
de le reconnaître. Au bout de combien de temps tu as commencé à manager un peu ton équipe ? Je pense qu'au bout d'un an, j'ai recruté mon premier collaborateur et peut-être 3-4 mois après un deuxième et 3-4 mois après un troisième. Et donc j'avais une petite équipe de 3 personnes et en vrai ça s'est très vite bien passé parce que quand j'avais besoin d'être épaulé, je pouvais demander conseil justement à Daniel et Cédric qui avaient une expérience que j'avais pas du tout. Et j'avais jamais encadré personne, mais j'avais envie de reproduire un peu à ma sauce, avec mon tempérament à moi. Parce que je suis quelqu'un de très vrai et j'aime bien faire le con et tout. Et du coup, tu me connais en dehors. Ouais. Voilà. Et du coup, je voulais que mon management me ressemble aussi, tu vois. Donc j'ai pris ce que j'avais à apprendre de Daniel et Cédric. J'ai pris tout ce qui me semblait très bon, qui avait fonctionné avec moi, et puis j'ai ajouté un petit peu mon côté à moi. Et du coup, voilà, c'est ça. Et du coup, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire des éléments, tu vois, que tu as pris de chez eux qu'on pourrait partager ? Déjà, la transparence vis-à-vis des équipes, tu vois. Ça, c'était super important. J'ai trouvé, moi, que c'était quelque chose de rassurant, de vraiment communiquer beaucoup avec ses collaborateurs et d'être très transparent. Si tu veux, j'avais la chance aussi que Daniel et Cédric ils partageaient leur vision avec les équipes, tu vois, leur vision, leur stratégie, etc. Ils se gardaient pas ça comme genre nous on est le top management, donc on décide et vous faites. Tu vois, c'était pas du tout ça. Eux, leur façon de faire, c'était vraiment voilà, on a une idée, on a envie de mettre ça en place. Tac, qu'est-ce que vous en pensez ? Tu vois, c'était un vrai partage. Et puis au final, il partageait pas ça à tout le monde, tu vois. Le collaborateur junior, s'il avait entre guillemets un N+1, après fallait relayer, tu vois. Comme la marque employeur aujourd'hui, le but c'est que soit si tu as des managers, faut que tes managers ils soient le relais de ta marque employeur, sinon ça fonctionne pas, tu vois. Ouais. Les ambassadeurs. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était déjà le cas. Et j'avais trouvé ça vraiment important. Ce côté communication, transparence, ça j'avais trouvé ça super, tu vois. Ouais. Donc t'as la transparence premièrement qui est super importante et ça, de toute façon la nouvelle génération, si t'es pas transparent avec eux, ça sert à rien. Et par contre, un deuxième point important donc, que tu viens de soulever, c'est le côté communiquer sur le projet. C'est-à-dire que dès le départ, en gros, t'arrives, t'es un jeune qui est plein d'ambition et t'es pas dans un cabinet d'expertise comptable qui te dit tu vas faire des liasses et des bilans jusqu'à la fin de l'année. Ils t'ont embarqué, ils ont embarqué tout le monde dans un projet. Et au-delà de ça, et ça va un peu ensemble, je trouve, c'est ils favorisaient aussi l'esprit d'initiative, mais vraiment, tu vois, le but c'était, on a une relation qui est basée sur la confiance. Donc je vais pas te fliquer, je vais pas être derrière toi constamment. Fais ton travail correctement. Si tu arrives à t'organiser et tu viens me voir, t'as des idées, projets ou peu importe, viens me voir, on en discute. Et en fait, ça j'ai trouvé top pour moi en tout cas qui avait ce petit côté-là, cette petite fibre entrepreneuriale que j'avais même pas découvert encore, tu vois, mais du coup, ça me permettait aussi d'aller les voir, de parler de certaines choses, et puis quand c'était des trucs qui étaient favorables pour le groupe, parce que l'intérêt du groupe prime toujours, c'était un mot très important qui est encore valable aujourd'hui, c'est de caler l'intérêt personnel sur l'intérêt du groupe. Donc, faut prendre en compte les deux. Il faut que l'intérêt individuel, il soit mis à une échelle importante, tu vois, parce que tu as besoin d'être épanoui, etc. Bien sûr. Mais l'intérêt du groupe prime également, bien entendu. Et ça, tu vois, dans ce côté, je te laisse de l'initiative, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Genre un collaborateur qui vient me voir aujourd'hui, qui me dit « Ah, j'ai entendu parler de tel outil, ce serait super », ou ils peuvent le faire, en fait, tu vois. Aujourd'hui, nos collaborateurs, c'est tout le temps qui viennent nous voir et qui nous sollicitent, pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous le même profil, bien sûr, tu vois. Mais il y a plein de collaborateurs qui ont ce côté-là où ils viennent nous voir, ils nous proposent des choses. Moi, j'ai des collaborateurs qui sont venus me voir pour me dire « Ah voilà, j'ai envie, ce serait bien qu'on monte une offre dédiée pour les infirmières. » Si tu veux, je m'occupe de faire une presse, machin, tac, et puis on va attaquer ce secteur et tout. On niche le truc, j'ai un contact dans tel machin, on peut... Et là, tu donnes go, quoi, vas-y. Je dis, vas-y. Propose un truc. Si tu veux faire une presse, vas-y, prends le temps de faire ta presse et tout. Et puis après, on en discute. Tu vois, et ça, c'est super parce que toi, quand t'es collaborateur, moi, en tout cas, ça me faisait ça. Quand tu fais quelque chose d'un peu différent, qui te sort du traditionnel et du récurrent, t'es un peu excité, tu vois, t'es content, tu vois, ça te motive encore plus et ton intérêt, tu vois, est pris en compte.
Surtout si t'as l'initiative. Ouais, surtout si t'as l'initiative. Exactement. Ouais, mais alors ça, tu vois, typiquement, dans un cab, d'habitude, tu sais très bien comment ça fonctionne. T'as du temps facturable, tu bosses ton temps facturé, tu notes tes temps et il faut que t'aies plus presque, allez, je grossis le trait, que t'aies de temps facturable que de temps travaillé. Comment tu gères ça avec tes équipes? Comment vous êtes organisés? Alors, nous, pour être totalement transparent, jusqu'à maintenant, on n'avait pas de feuille de temps. Ok. Même sur la taille. Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de feuille de temps. Et là, on va commencer seulement à mettre en place des feuilles de temps. Et c'est même pas dans une optique de vérifier ce que fait tel ou tel collab. C'est plus pour l'analyse de la rentabilité sur les dossiers. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre, quand t'es 100, de dire, bon, sur tel dossier, c'est vrai que les zonos, ils sont un peu justes ou autres. Et puis, comme le marché étant en pleine mutation, etc., bon, on doit aussi savoir le temps qui est passé sur la prod et sur le conseil, sur le reste. Et du coup, jusqu'à maintenant, tu vois, on n'avait pas de feuille de temps, donc on n'avait pas vraiment ce problème-là, tu vois. Ouais. Voilà, on n'avait pas ce souci de temps facturable ou d'allouer le temps à des projets. Mais ce ne sera pas un problème non plus, parce que mon collaborateur qui remplit sa feuille de temps, s'il me cale 3 heures dans la semaine parce qu'il a bossé sur un projet interne qu'on a validé... Oui, non, après la logique. Ouais. Non, parce que tu gardes la même mentalité, tu gardes le même mindset, ça, justement. Ouais, c'est ça. Et puis après, pour en finir avec ça, c'est que j'ai eu, entre guillemets, la chance que il y a un des associés, donc Cédric, un des 2 fondateurs, qui est parti en 2016 ou 2017, 2016, je crois, si je dis pas de bêtises, entre 2015 et 2016. Il est parti faire le tour du monde pendant presque un an, ou pendant un an d'ailleurs. Et du coup, j'ai été là pour tout de suite proposer mon soutien à Daniel, pour l'épauler avec les peu de compétences et de connaissances que j'avais à ce moment-là, mais en tout cas j'étais dispo et j'ai pas hésité à faire une année où j'ai cravaché quand même pour montrer que je voulais évoluer et que je voulais vraiment avoir un rôle clé, tu vois, dans l'organisation de ces cas, tu vois. Tu t'es investi. Est-ce que d'une certaine manière, parce que je trouve ça magnifique, tu vois, de te dire, t'es rentré dans le cab, t'as montré que tu voulais faire, ils t'ont montré aussi eux la vision, et du coup tu t'investis, t'as tout de suite su que tu voulais t'associer? Ou à un moment tu t'es dit, attends, là partie, je peux apprendre et... Non, j'ai tout de suite su. Ouais. Non, vraiment, j'ai tout de suite su que je voulais m'associer avec eux, pas m'associer tout court. Encore aujourd'hui, tu vois, les associés que j'ai aujourd'hui, je trouverai jamais d'autres associés avec qui j'ai une entente comme ça. J'ai déjà avec eux juste avant de venir. Ouais. Et t'aurais dû leur dire de venir, on aurait fait une émission tous ensemble. Et en vrai, tu vois, on a une entente on est vraiment sur la même longueur d'onde. On a une transparence et une façon de communiquer qui est hyper facile. Tu vois, c'est tellement simple. Je sais que je peux pas trouver ça avec d'autres personnes, tu vois. Et faire un projet entrepreneurial seul, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'entreprends à côté de l'expertise comptable. J'ai d'autres secteurs où j'ai investi un peu de temps et puis je suis avec d'autres associés, etc. Mais c'est pas pareil. Et avec eux, tu vois, il y a vraiment une relation particulière, tu vois. C'est toujours des boîtes dans lesquelles tu es associé ou tu montes aussi d'autres boîtes seul? Non, je suis jamais seul. Ouais. Non, jamais seul. Ça m'intéresse pas vraiment. Parce que moi, ça fait un peu bullshit de dire ça, mais l'entrepreneuriat, je le perçois vraiment comme l'aventure, tu sais, de monter un truc ensemble, tu sais, d'échanger. Tu vois, je suis sur un projet en ce moment, et là, ce soir, je sais que je vois une personne avec qui je vais travailler sur le projet. Je suis content parce que, tu vois, je sens que ça va être un moment de kiff d'avoir des idées, de mettre en place des trucs. Tu vois, c'est ça qui me fait plaisir. Le faire tout seul, je pense que je m'éclaterais pas, tu vois. On reviendra après sur ta gestion du temps parce que à mon avis ça me semble assez intéressant de savoir comment tu as géré. Je vais recouper du coup sur le moment où tu viens de recruter, donc tu t'inspires des manières de management qu'on t'a montré, t'en tires le meilleur et ensuite tu mets ta patte. Le management, je trouve que c'est le plus dur. Enfin, en vrai, la gestion des hommes, le nombre d'erreurs incalculables que j'ai pu faire, et j'en suis désolé auprès des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, j'apprends comme tout le monde. Donc toi, tu mets ta patte. J'ai presque envie de te dire, du coup, tu recrutes 3 personnes en moins d'1 an sur ton équipe, donc ils te font confiance. C'est quoi un peu les choses que tu mets en place à ce moment-là dans le management ? Bah écoute, en vrai, j'ai pas fait des trucs très compliqués, tu vois. Être présent,
leur faire confiance, comme je disais tout à l'heure. Les épauler quand il y a des moments de doute, quand il y a des moments de rush, d'être là, d'aider. Tu vois, c'est des trucs assez simples en vrai sur le papier, tu vois, mais tu vois, j'ai rien révolutionné. Hein. Non, mais t'étais là, quoi. Mais voilà, déjà d'être là, je pense que c'est déjà quelque chose d'important, tu vois. Ouais. Et ça, je le vois aujourd'hui. Hein. Nos managers, quand les équipes ont besoin, les équipes voient que les managers sont là avec eux et que, tu vois, il n'y a aucune remise en question de tout ça, tu vois. Et ça, je pense que c'est déjà très très important. Après, sur la réussite d'une équipe, moi j'aime bien aussi mettre un petit peu de... On dit que dans le management, il ne faut pas trop d'affect. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment que je mette autant d'affect, etc. Et en fait, moi, ce qui me ressemble, c'est de mettre de l'affect. Donc, je mets de l'affect, tu vois. Donc, moi, mes collaborateurs, en tout cas, si tu veux, nous, on a une organisation où voilà, on est plusieurs experts comptables au cabinet et on travaille avec des équipes. Parce que moi, je travaille pas avec tous les collaborateurs du cabinet et Cédric aussi, etc. Sinon, on s'en sort pas, tu vois. C'est compliqué. Voilà. Donc, moi, je sais que l'équipe que j'ai constituée au départ et qui a été repris en main ensuite, parce que je suis parti vivre dans le sud. Attends, on va y venir. Mais ça, c'est super important aussi. Mais du coup, donc, le relais a été pris par des managers qu'on a fait monter et qui sont devenus managers ensuite. En fait, tu vois, cette équipe-là, j'ai une relation particulière forcément parce que c'est mon équipe à la base et puis après des managers ont pris le relais. Mais le côté affect, je pouvais pas l'enlever en fait. Je me suis posé vraiment la question, hein, parce que il y a une ou deux fois, j'ai été déçu. C'est ce que j'allais te demander, parce que généralement, on enlève l'affect à partir du moment où on est trahi une première fois. Voilà, c'est ça. J'ai été déçu plusieurs fois, pas qu'une fois. Okay. Mais en fait, un jour, j'appelle Dan et je lui dis, écoute, c'est pas grave, maintenant, je vais être un robot, tu vois. Je vais retirer l'affect. Et puis, tant pis, si des fois, faut être con, je serai un peu con. Et au moins, je serai pas déçu. Et puis Dan, il me dit, parce que mon associé Daniel, c'est la pureté, il n'y a pas plus pur et plus gentil que lui, tu vois, il a toujours le bon mot, toujours la bonne parole. Et il me dit non, c'est pas à toi de changer en fait, tu vois. Toi, t'es toi-même. Si ça te ressemble et que t'es comme ça et que t'as envie de mettre de l'affect et que t'as envie d'être bon avec les gens, sois toi-même. Et s'il y a des gens qui te déçoivent, c'est pas ton problème en fait. C'est pas toi l'erreur là-dedans. C'est quelqu'un qui a mal agi. Ça doit pas jouer sur ton comportement. Tu vois, c'est comme si tu dis je suis en couple, y en a un qui trompe l'autre. Bon, vas-y, je suis tellement déçu que maintenant je vais être le pire des cons avec mon partenaire. Ouais. Tu vois, au final, c'est débile. Et donc, c'était un peu cette réflexion-là. Et puis, en vrai, il avait raison. Et du coup, c'est pour ça qu'au final, on met toujours de l'affect. Et quand tu nous vois au cabinet, quand on arrive, quand j'arrive le matin, j'ai des collabs historiques, je leur fais un câlin le matin, tu vois, quand j'arrive, tu vois, pour te dire. Donc, tu vois, il y a ce truc-là particulier, mais c'est bon, c'est normal, c'est parce que on est comme ça, quoi. Ouais, tu mets de l'affect. Voilà, c'est ça. T'as fait des erreurs de management ? Oui, j'ai fait des erreurs de management et notamment sur... Il y a un truc que j'ai appris, par contre, c'est que j'essaye d'être juste, toujours. Alors, je suis un peu sanguin, tu vois. Moi, je suis un peu sanguin, un peu impulsif, mais j'essaye d'être juste. C'est-à-dire que je m'énerve pas pour rien non plus, tu vois. Mais quand faut dire les choses, je sais les dire. Quand il faut taper du poing sur la table, je sais taper du poing sur la table. Et je pense que ça, c'est important parce que du coup, quand tu as une personne en face de toi avec qui tu travailles, je sais dire quand c'est très bien, mais du coup, je sais dire quand ça va pas. Et je pense que nous, on l'a vu parce qu'on a des collabs qui ont essayé d'encadrer au cabinet et qui se sont plantés, tu vois. Et souvent, c'est ça le problème. C'est que soit ils savent pas dire quand ça va bien, soit ils savent pas dire quand ça va pas. Et du coup, je trouve que dans ta relation avec les gens, c'est plus compliqué, tu vois. Tu sais, je sais pas, t'as quand même plus de légitimité, plus de crédibilité, tu gagnes plus la confiance et tout ça quand t'es reconnaissant du travail des gens déjà. Bien sûr. Puis quand tu arrives et que tu dis non, ça va pas, tu donnes des arguments, t'es factuel, tu vois. Être factuel, ça c'est un truc, Cédric il m'a toujours dit, quand tu veux te plaindre de quelque chose, ça sert à rien de te plaindre si t'es pas factuel. Ouais. Ça rentre dans ton oreille, ça t'avance à rien. Ouais. Donc si t'es pas content, ok, par contre, tu arrives, t'as des arguments, t'as une solution. Et en 5 minutes, l'affaire, elle est pliée. Et si les gens ils sont suffisamment intelligents,
toi ou la personne que tu as en face de toi, tu passes à autre chose juste après, c'est terminé. Voilà. Donc, mais des erreurs, oui, j'en ai faites, et notamment avec un collaborateur au début, tu vois, où il y a un moment donné où le travail a baissé en qualité, mais j'avais justement ce côté affect qui était trop présent par rapport à aujourd'hui où j'ai mis un petit peu plus de distance quand même, tu vois, mais ce côté affect qui était trop présent. Et du coup, une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, et puis au bout d'un moment, tu vois, j'accepte les erreurs, mais si tu les reproduis, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et là, j'avais toujours ce truc de mais quand même, il se donne, il est cool, c'est un bon gars, tu vois. C'est un bon gars, je peux pas arrêter de travailler avec le pauvre, il essaye. Ouais. Sauf que en fait, il y a un moment donné où quand ça se reproduit, etc. Au final, les problèmes grossissent, tu vois. Et puis jusqu'au jour où j'ai perdu 3-4 beaux dossiers parce que ça s'est mal passé sur le dossier. Donc, je suis fautif parce que j'aurais dû prendre des dispositions plus tôt. Et en fait, c'est là où je me suis dit, OK, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce qu'en fait, j'aurais dû retirer cet affect à partir du moment où il y a une erreur qui est commise. Tu peux la pardonner, tu peux expliquer, etc. Si ça se reproduit 2 fois, déjà, normalement, c'est trop. Mais 3-4 fois, en fait, il fallait couper court et dire, désolé, mais c'est plus possible, tu vois. Ouais. J'ai pas su le faire à ce moment-là. Et c'est quelque chose, du coup, que maintenant, je garde en tête. Et s'il faut trancher, je sais trancher. Tu tranches plus vite, quoi. Plus vite, au bon moment, en tout cas. Je pense. En tout cas, je pense que c'est le bon moment. J'ai eu le cas, il y a pas longtemps, avec un collaborateur avec qui je suis très proche parce qu'il est là depuis longtemps et en plus c'est un ami à moi de base parce que je recrute en plus, tu vois, pour faire simple, tu vois, je recrute des potes, tu vois, c'est bien. Ça aide et ça aide pas des fois. C'est simple pour le management, bravo. Voilà. Et du coup, il y a eu un problème qui a fait que je me suis posé la question de est-ce que je le garde ou pas. Et donc quand on a fait le rendez-vous lui et moi, c'était pas facile parce que en face de toi t'as un pote à toi. Et du coup, il faut réussir à être juste. Et c'est pour ça que moi, ce que je lui ai expliqué, c'est que j'agirai pas différemment parce que c'est lui. Parce que je dois garder ma crédibilité vis-à-vis de tout le monde. Et que si c'était n'importe qui avait fait ce qu'il avait fait, quelle aurait été ma décision ? Et donc, tu vois, c'est une question que je me suis posée. Et donc, au final, il est resté chez nous, sous certaines conditions. Mais on a marqué le coup, tu vois. Toujours dans ton équipe ? Toujours dans mon équipe. Ah ouais, ok. Ça va vraiment pas être facile de manager des potes. Ouais, c'est particulier. Mais en vrai, j'ai réussi très vite à me dire fais pas de différence. Et en vrai, c'est ce que eux demandent aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça aide au niveau de la confiance. Parce que si c'est des potes, en principe, ils vont pas avoir des agissements qui vont à l'encontre du groupe parce qu'ils savent que c'est dans notre intérêt à tous, tu vois. Mais c'est vrai que parfois tu peux te dire attention, faut pas que je prenne de mauvaises décisions parce que c'est un tel. Et tu peux être parfois même un peu plus dur parce que c'est ton pote. Ah ouais, ok. Ouais, ça m'est arrivé aussi du coup. Toujours sur le même ? Toujours sur le même. Et c'était pas forcément bon, tu vois. Mais j'étais plus dur avec lui parce que je le connais très très bien et je sais ses capacités. Et du coup, quand il y avait des choses qui allaient pas, j'étais un peu plus dur. Mais c'est pas du tout quelque chose à faire, quoi. Non. Donc ça c'est ta plus grosse. T'es dur comme manager ou t'es exigeant ? Je pense que tu dois être exigeant. Je suis exigeant, oui. Ouais, je suis exigeant, dur. Je pense pas. Je pense pas que je sois dur parce que si j'étais vraiment dur, je pense que j'ai plein de collabs qui seraient pas restés. Comment tu diffuses ce niveau d'exigence ? Donc là, t'as combien de personnes juste avant que tu partes ? Après, je voudrais qu'on revienne sur le moment de partir, mais avant de partir, t'avais combien de personnes dans l'équipe ? Au cabinet ou l'équipe ? Dans ton équipe. Dans mon équipe, je sais pas, je pense une quinzaine, quelque chose comme ça. Ok, donc t'as monté ton équipe de 0 à 15, t'es à Paris à ce moment-là. Comment tu diffuses ce niveau d'exigence et comment tu délègues ? Le niveau d'exigence... au lieu d'être super exigeant avec les collaborateurs, je suis super exigeant avec les managers, c'est tout simplement. J'essaye de les accompagner sur leur management comme moi j'ai pu avoir l'accompagnement au début.
Et puis après, sur le... Non, en vrai, si tu veux, moi, ce que j'ai fait au moment où je suis parti, c'est que moi, j'en ai eu marre de Paris, c'était pendant le confinement, et j'ai eu envie de partir vivre donc dans le sud. Et donc, j'ai appelé mes associés, je leur ai dit, voilà, j'ai une opportunité de partir dans le sud. Est-ce que ça vous pose problème professionnellement ? Sachant que bon, ils savaient que j'allais toujours aussi impliqué, etc. Mais bon, ça fait un gros chamboulement, tu vois. À ce moment-là, tu es déjà associé? À ce moment-là, je suis déjà associé, oui. Okay. Et donc, ils me disent, vas-y, pars, organise-toi et pars. C'est quelque chose que tout le monde voudrait faire. Et là, c'est le moment. Mon fils, il n'était pas encore à l'école, donc c'était le moment de partir, tu vois. Parce qu'après, c'est compliqué, les copains, les machins. Et donc, j'ai dit, bon, bah, go. Donc, la décision a été prise en 15 jours, tu vois. Et puis, on a dit, allez, c'est parti. Et... Un peu impulsif. Un peu, ouais. Et du coup, on est parti comme ça. Okay. Voilà. On a programmé, bien sûr. Et moi, j'ai dit, bon, bah, ok, je me laisse 2 ans. À la base, c'était ça. Okay. Je faisais construire. Et donc, je me suis dit, le temps de la construction, tu prépares le départ. Voilà, je suis à Paris. Et puis j'organise mes équipes pour pouvoir être moins présent. Et donc, je me suis dit, comment je vais faire pour ça, tu vois. Et là, je me suis enfermé dans mon bureau. J'ai pris un petit tableau Excel, tout simple. J'ai dit, OK, une colonne de toutes mes tâches, tout ce que je fais, de la plus insignifiante à la plus complexe, la plus stratégique, ou peu importe. J'ai mis tout. Et j'ai fait une colonne, ce que je peux continuer de faire à distance, ce que je peux plus, ce que je veux faire encore, parce que c'est important aussi voilà, quand on a la chance de pouvoir faire ce qu'on a envie et pas ce qu'on n'a pas envie, bah, c'est important. Et du coup, j'ai listé ça. Tu vois, j'ai fait différentes colonnes. Et puis après, j'ai mis qui pourra le faire à ma place. Donc un manager, peu importe, tu vois. Et un petit plan d'action à côté. Donc pour telle tâche, il faut que je le forme là-dessus, il faut que je fasse ci, il faut que je mette ça en place, il faut que voilà, à telle échéance, etc. Tu vois, je me suis fait comme si en fait mon changement de vie c'était un projet, tu vois. C'est ce que j'allais te dire, ça ressemble très très. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une roadmap de mes tâches pour pouvoir les diffuser et me reposer sur un manager, parce qu'à ce moment-là il me fallait du coup un manager. Et j'avais la chance d'avoir du coup pour le coup encore un ami qui est manager aujourd'hui au cabinet et qui est un de mes meilleurs amis et que je connais depuis les cours et qui est très bon en plus et qui est un excellent manager vraiment et du coup je me suis dit bon bah je vais me reposer sur lui pour pouvoir partir, tu vois. Et comme ça après je ferai des allers-retours, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Et puis bah on a mis peut-être 9 mois à se roder vraiment en fait. Et puis au final, au lieu de partir au bout de 2 ans, je suis parti au bout d'1 an. Et, ok, parce que la transition était faite et que tu as vu tout le monde un peu mature. Parce que ouais, c'était ok. J'avais préparé le terrain, j'ai communiqué vachement avec mes équipes, je leur expliqué pourquoi je partais et tout, et que je serais encore là, que je viendrais, qu'ils pourraient m'appeler n'importe quand, enfin voilà, j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Et puis je suis parti en vacances au mois d'août à Nice, puisque pour préparer. Voilà, et puis en fait j'ai trouvé un appart en attendant, et du coup je suis pas revenu de vacances, tu vois. Je suis revenu, j'ai fait mon déménagement, je suis reparti. Okay. Et avant j'ai demandé à ce manager, je lui ai dit ouais, il s'appelle Simbou, je lui ai dit Simbou, est-ce que tu crois que c'est bon? Et il m'a dit ouais bon, ça va être un peu chaud mais go. Et en fait, je pense que faut pas avoir peur, tu vois. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que Cédric nous a toujours mis. Et d'ailleurs, même en séminaire, il nous montrait une vidéo, je sais pas si tu connais. C'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, tu vois. Et en fait, ça, il nous l'a mis dans la tête. Et puis moi, j'y pense quand j'ai des décisions à prendre. C'est si tu retires la peur de ta réflexion, qu'est-ce que tu ferais en fait? Et souvent en fait la peur te fait pas prendre les bonnes décisions. Et du coup bah cette peur je l'ai retirée, cette peur de me dire putain ça se trouve ça va être compliqué quoi. En fait je me suis dit non, au pire c'est compliqué. Bah au pire je vais galérer un peu, mais c'est pas la fin du monde. Mais le problème c'est que si tu fais pas ça, bah tu repousses tes décisions et puis potentiellement tu peux prendre des mauvaises décisions. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et dans le même sujet, mais on n'est pas passé dessus. Du coup, t'as fait ton stage là-bas, t'étais salarié là-bas, t'es devenu associé. On m'a plusieurs fois demandé, tiens, comment on fait pour prendre la posture? Comment toi t'as pris la posture d'associé? Est-ce que ça a changé déjà des choses par rapport à l'équipe en place? Et comment tu prends la posture d'associé? Alors ça en fait c'était un peu particulier. C'est que au départ quand Cédric est parti faire le tour du monde, j'étais pas encore associé et mais tu sais naturellement j'aime bien prendre le lead sur les choses, tu vois. Ça fait partie de mon tempérament, j'ai du mal à me faire guider et j'aime bien prendre les choses en main et que ça avance vite, tu vois. Et du coup c'est vrai que pendant un moment, c'était un peu compliqué parce que certaines personnes qui étaient là depuis plusieurs années, tu vois, avaient un peu du mal à comprendre pourquoi moi, qui suis arrivé depuis 1 an, je suis là comme ça et j'essaye de prendre le lead sur des choses. Et donc, il y a eu quelques petites conversations de gens qui étaient pas très contents de ce qui se passait, tu vois. Ce qui est normal. Mais voilà, normal. Ce qui est ou après normal ou pas, tu te bouges et tout, etc. C'est peut-être pas normal. Voilà, ce qui est la vie d'une organisation. Voilà, on va dire ce qui est compréhensible et ce qui peut arriver. Et donc après j'ai réfléchi, je me suis dit en fait, bon déjà je m'en foutais, mais en plus de ça, je me suis dit le meilleur moyen de pas avoir de prendre ta posture sans qu'on vienne te faire chier, c'est d'être légitime. Donc une fois que tu gagnes ta légitimité, plus personne va rien te dire. Et donc je me suis dit c'est ce qu'on va faire. Et puis entre le côté commercial où en gros j'ai développé un cabinet de A à Z, tu vois, en termes de clientèle, je parle pas d'image de marque et tout, mais je parle en termes de clientèle. J'ai développé un vrai gros portefeuille comme ça, partant de zéro, tu vois. Déjà ça, tu vois, ça mettait un peu de légitimité sur ce que je faisais. Et puis après, c'était techniquement, tu vois, de montrer que voilà, t'es là, tu connais tes sujets, que en plus tu peux intervenir sur la structuration du cabinet, que tu vois, on a mis en place avec Julien, que tu connais, tu vois, la communication depuis longtemps, que les cabinets faisaient pas forcément. On a développé un pôle qui était dédié aux boîtes innovantes. On a développé plein de choses qui font que au bout d'un moment, en fait, les gens ils se disent, ok, il est là parce qu'en fait, il fait des choses. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu un sujet, on m'a jamais rien dit. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même des collabs qui étaient là avant moi, il y a des managers qui sont pas forcément associés aujourd'hui, qui étaient là depuis avant moi, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et au final, il n'y a jamais eu aucun problème. On s'entend très très bien. Et puis, je suis légitime parce que les choses ont été faites. Ouais. Je pense que la légitimité, c'est vraiment le plus important. Si tu arrives comme ça et tu veux bousculer tout le monde sans rien montrer, ça marche pas. Ouais. C'est certain. Quels sont les secrets aujourd'hui du Grand Joe pour recruter des talents de rêve? J'ai vu passer un post qu'on mentionnera dans la description que j'ai trouvé vraiment à ton image, quoi. C'est-à-dire que t'as toute l'équipe qui porte un t-shirt avec ta photo, une photo. Évidemment, t'es mis à ton meilleur avantage, c'est ton meilleur profil. Et je trouve que ça sort vraiment, tu vois, évidemment, il y a certainement du management, il y a, tu l'as dit, beaucoup d'affect ou t'es à 100% dans ce que tu fais. Mais dans un marché en tension, comment toi tu recrutes? C'est quoi tes techniques de recrutement? D'accord. Alors juste, je reviens sur cette petite scène avec la photo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait on fait un gros séminaire tous les ans, tu vois. Et de temps en temps, on fait aussi des petits événements entre un manager, s'il a envie de faire un petit week-end ou une soirée ou peu importe, il fait avec sa propre équipe, tu vois. Okay. Et donc, Yann et Simbu, qui sont 2 managers avec qui je travaille, donc pour lesquels je supervise des dossiers, ils ont voulu faire un week-end, donc je suis parti avec eux. Et en fait, depuis que j'étais parti dans le sud, il m'appelait la légende parce que du coup il me voyait moins. Oui. Et on y vient, ça y est. Voilà,
Bah, tu sais, à chaque fois, ils se foutent de ma gueule. Ils me disent, oui, la star des réseaux sociaux. Ah, tu vas faire encore un podcast. Ah, tu vois, à chaque fois, j'ai le droit. Là, me suis fait un compte Insta. J'avais un compte Insta, mais je l'alimentais pas du tout. Là, je vais commencer à faire des vidéos et tout. Allez! Voilà. Et du coup. Tu nous donneras le blaze, on va le rajouter. Pas de problème. On va le rajouter. Et du coup, là, comme je mets des petits trucs, pour l'instant, je mets des trucs de sport, des trucs comme ça, parce que voilà. Ah, j'ai tombé. Ils se foutent de ma gueule tout le temps. Il y a l'influenceur fitness qui est là. tu vois, voilà. Donc ça, j'ai le droit. Et donc là, on était partis en week-end. Et donc, ils m'ont fait cette surprise agréable, mais un peu flippante. Je suis arrivé dans une pièce. Ils étaient tous là. Ils avaient tous le t-shirt avec ma photo dessus. Et franchement, ça fait vraiment bizarre de voir sa gueule comme ça en gros plan sur un t-shirt. Sur toutes les t-shirts de l'équipe. 15 ou 20, je sais plus on était combien. Mais du coup, j'avais bien rigolé. Et effectivement, tu vois, c'est le genre de truc qui fait que s'ils sont comme ça, c'est parce qu'on est un peu fou, tu vois. Genre, on aime bien rigoler et tout. Tu vas au bureau, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais ça fait plaisir. Après, sur le recrutement, c'est vrai qu'on a deux phases en fait. On a eu une première phase où notre discours c'était l'état d'esprit prime sur tout. C'était vraiment quand on fait un entretien, on veut percevoir chez le candidat son état d'esprit. Est-ce que ça va matcher avec l'équipe en question, parce que chaque manager recrute pas des profils similaires. Il faut que ça colle avec le profil du manager et puis avec les profils qu'il y a dans l'équipe, parce qu'il faut faire une équipe qui est complémentaire, tu vois. Et en fait, si tu veux, ce côté tout miser sur l'état d'esprit, ça fait que tu recrutes des petites pépites en termes de culture d'entreprise. C'est génial parce que du coup, t'as des gens qui te ressemblent et puis tu vois, c'est parfait pour la cohésion de groupe et tout. C'est super. Et c'est vrai que après, il y a un moment donné où on a eu le revers de ça un petit peu, où on privilégiait trop l'état d'esprit sur le reste, tu vois. Et du coup, on a été un peu rattrapé par ça. Et du coup, depuis quelques temps, on s'est dit qu'il fallait quand même mixer quand même un peu de technique, quoi. Un petit peu de technique. Bon, bien que nos collaborateurs sont quand même, ils sont formés et tout, mais tu vois, à l'entrée, c'est vrai que quand on faisait un entretien, si on faisait un test technique, si le test était pas bon, mais que le mec il était sympathique, on était capable de le prendre, tu vois. Ouais, tu te dis, bon, la technique, ça s'apprend. Voilà, c'était ça. L'état d'esprit, ça s'acquiert pas. La technique, ça s'apprend. Ouais. Voilà, c'était un peu ça, le discours. Aujourd'hui, il est un petit peu différent, même s'il se rejoint. L'état d'esprit, c'est indispensable. Mais il faut quand même des compétences techniques quand même assez élevées, surtout maintenant. Dans une profession où la prod va prendre de moins en moins de place et les échanges clients vont prendre de plus en plus de place. Donc si t'as pas un collaborateur qui percute vite, qui va avoir une base technique assez solide et tout, ça va être compliqué après d'échanger avec les clients, tu vois. Comment tu testes justement le match de mindset ou le match de personnalité? T'as une question en entretien parce que t'as un sentiment forcément, tu le vois. C'est hyper subjectif. Ouais. Hyper subjectif. C'est vraiment on parle de tout et on parle, bien évidemment, on parle de son expérience, de son passé, etc. Tu vois, mais on peut divaguer complètement et parler d'autres choses. Et c'est, je sais pas moi, son aisance au rendez-vous, sa façon de s'exprimer. Tu vois, comme j'aime bien dire un peu des conneries, je vois si la personne en face de moi, comment elle va réagir, tu vois, est-ce qu'elle va être un peu crispée, même si l'entretien peut crisper certaines personnes, donc faut faire attention, mais tu vois, si tu sens que c'est un peu fermé, etc., je sais déjà que c'est pas parce que j'aime pas ces profils, c'est juste qu'aujourd'hui, tu mets un profil de quelqu'un qui est très renfermé, etc., tu le mets chez nous, ça va être un peu plus compliqué, parce que du coup, pour l'intégrer, ça va être plus difficile parce que il y a des tempéraments forts, il y a des gens chez nous qui aiment bien faire n'importe quoi, faire des blagues, etc. Et du coup, si tu as une personne qui est fermée, si c'est pas réceptif et que ça la braque, tu vois, ça va être compliqué. Comment vous gardez ça en passant plus de 100 tu vois, ce recrutement, c'est quand même dans chaque équipe, c'est le même.
Non, on a des équipes quand même assez différentes. C'est pour ça que je te disais, les équipes ressemblent aussi beaucoup aux managers, tu vois. Donc moi, je te parle de mon équipe. Après, nous, on a des bureaux à Franconville aussi, parce qu'on a des bureaux à Paris. Moi, je suis à Paris. On a des bureaux aussi à Franconville. Et puis après, à Paris et à Franconville, il y a plusieurs managers différents. Et puis chaque manager, voilà, fait ses propres recrutements. Après, c'est sûr que on essaye d'homogénéiser au max notre stratégie, nos process et tout, d'être vraiment alignés tous ensemble. Mais après, sur les profils, tu peux pas. Il faut que, je sais pas moi, le manager Alex, il ait des profils qui lui correspondent, qui va savoir driver lui, tu vois. Y a pas, moi, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de vérité pour ça, tu vois. C'est juste, t'es un manager, t'as un profil, ton équipe, il faut la constituer de façon complémentaire. Ça, c'est une certitude, c'est pour tout le monde. Mais après, les types de profils, c'est chacun sa sauce, quoi. T'interviens dans tous les recrutements de ton équipe, toi ? Non, plus maintenant. Plus maintenant ? Non, plus maintenant. Au départ, oui. Ouais. Et puis maintenant, moi, Simbou et Yann, qui sont les deux managers, font leur propre recrutement. Et du coup, ça me permet, en plus, quand ils se plantent, de leur dire tu sais pas recruter. tu vois, moi, je suis pas coupable. Non, je plaisante. Non, ils font leur propre recrutement. Après, comme tu l'as dit, c'est assez tendu, donc c'est difficile de trouver des bons profils, tu vois. Là, récemment, on a recruté, rien que dans l'équipe de Yann et Simbou, je pense 3-4 personnes à peu près. Et du coup, tu vois, tu reçois pas beaucoup de candidatures. Alors que je pense qu'on est quand même un cabinet qui donne envie. Ouais, vous communiquez beaucoup. Côté marque employeur, vous faites beaucoup de choses. Tu parlais du séminaire, on le voit bien passer. Ouais, c'est ça. On fait vraiment beaucoup de communication et tout. Et pourtant, on reçoit pas beaucoup de profils. Ou alors, c'est des profils qui correspondent pas à ce qu'on veut, tu vois. Parce que nous aussi, ce qui est particulier, c'est que on a une règle de base, c'est que pour finir manager, tu dois avoir été collaborateur chez nous. Donc nous, on va jamais recruter un manager. C'est que de la promo interne. Ouais, que ça. Donc c'est vrai que quand on reçoit des profils chef de mission, 12 ans d'expérience, c'est pas forcément des profils qui nous intéressent, tu vois. Ouais. Donc ça restreint un petit peu le champ en plus. T'interviens quand même sur la dernière phase de recrutement ou là tu vois même plus l'équipe Non, en fait, quand il y a besoin, si les managers ils ont un petit doute, ils peuvent me faire participer. Donc si jamais vous êtes en entretien chez nous et que vous me voyez arriver, c'est qu'il y a un petit doute. Mais sinon, on se rencontre le premier jour. Sinon, alors on se voit le premier jour et puis ça suffit. Ou des fois pas le premier jour parce que si tu pas là, si t'es pas là, ouais. Voilà. Mais sinon non. La légende. Les managers. Je vais titrer ça dans le podcast. Pour leur recrutement. Comment driver une équipe de rêve avec la légende. Non, mais en vrai, il est incroyable ce surnom. Ouais, il est génial. En vrai, ça en dit long quand même. Ouais, il se fout bien de ma gueule. Ouais, j'imagine. Tiens, pour continuer sur le foutage bien de gueule, tu parlais tout à l'heure de personal branding. Comment ça t'est venu et qu'est-ce que ça t'apporte ? Comment ça m'est venu ? En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc nous on a une équipe de com en interne. Que tu as connu un petit peu, ouais. Et puis en fait il y a un moment donné ils m'ont dit tu sais ce serait pas mal quand même que tu communiques un petit peu sur des histoires, des anecdotes, tu vois ça pourrait être intéressant, en plus c'est ce qui marche bien aujourd'hui sur LinkedIn et du coup ça pourrait élargir un petit peu ta commu. Donc ça peut servir aussi bien pour la marque employeur que pour même commercialement, tu vois. Et donc j'ai dit bah écoute pourquoi pas, faut juste après penser à avoir des choses à dire, tu vois. Mais j'aurais dit par contre je fais mes articles de façon faut que ça me ressemble, donc je vais pas faire des trucs bullshit pour juste avoir un bon reach et je suis content, tu vois. Non, ouais. C'est le but, t'es pas dans le bullshit LinkedIn. Le but c'est que voilà, je dois en faire un petit peu aussi, mais j'essaie d'en faire le moins possible et puis surtout que ça soit un peu léger, tu vois, et puis drôle parce que sinon ça me convient pas. Ça te ressemble pas quoi. C'est pour ça qu'ils s'amusent à faire des montages sympas. Ouais. Tu regarderas les autres posts, ils me mettent vraiment en valeur, c'est ça qui est super intéressant. Genre moi avec une perruque et une robe, tu vois, c'est cool. L'expert comptable tradi quoi. Ouais voilà, c'est cool.
Et donc t'arrives sur Insta. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est ça. J'arrive sur Insta pour faire des vidéos donc sur l'entrepreneuriat, sur compta, fisca, sur des sujets très variés. Je me suis un petit peu entraîné pour voir ce que ça allait donner. Alors autant je suis super à l'aise, que ce soit podcast, vidéo, même interview, etc. Autant face cam sur son téléphone, je trouve que c'est très particulier. C'est un autre jeu, ouais. Moi aussi j'ai un peu de mal. C'est très bizarre. J'ai l'impression d'être con, tu vois. Je me dis, mais quel con à parler devant son téléphone comme ça. Ouais, c'est pas naturel du tout. Ouais, c'est très bizarre. Et du coup, j'ai essayé. C'était finalement ça allait. Et je pense qu'en fait, il faut se lancer dedans. Et puis voilà. En fait, on verra bien. Au bout d'un moment, et même c'est le même parallèle que je peux faire avec les posts LinkedIn, tu vois, il y a plein d'experts qui prennent pas la parole, etc. Du peur du jugement de l'autre. Et qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce que je vais dire, etc. En fait, la règle, c'est que tout le monde s'en fout de ce que vous dites et de ce qu'on dit. Et une fois qu'on passe ça, à partir du moment où on produit un contenu qui aide au moins une personne, déjà, c'est le taf est fait et c'est déjà cool, quoi. Donc, on va voir s'il y a au moins une personne déjà. Mais je serai là. Merci. Je serai là. Et de une. Non, il y aura au moins une personne. Il y aura, tu sais, tous mes collabs qui vont se foutre de ma gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça va diffuser, ça va te faire du reach en interne, ça va être cool. Ça va être cool. T'es le seul associé de CK qui bouge comme ça sur les réseaux ou Oui. Ouais. Oui. Les autres sont pas forcément emballés par tout ça. Donc après. Les associés fondateurs, Daniel et Cédric, je pense que c'est pas aussi générationnel, tu vois. C'est que ils sont un petit peu plus âgés que moi, et puis ils sont moins intéressés par ces trucs-là. Et puis non, moi ça me plaît bien en vrai. Ouais, puis tu le fais très bien, donc. C'est cool. Tu parlais tout à l'heure d'autres projets. Ouais. C'est quoi tes autres projets en ce moment? Mes autres projets, ouais, bien sûr. Mes autres projets, c'est dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la compta. Entre autres. Donc j'ai un projet alors déjà moi j'ai une boulangerie à côté, j'ai lancé une marque de boulangerie. Ah ouais? Avec un associé, avec mon cousin qui est mon associé historique sur plein de choses. Okay. Et avec un associé qui est un artisan boulanger, tu vois. Ouais. On a ouvert une boulangerie dans le sud qui s'appelle Maison Fred, qui est à Mandelieu, et en vrai c'est une aventure entrepreneuriale hyper intéressante parce que c'est très différent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'avais toujours été dans des projets, soit dans le digital, des applications dans différents secteurs, soit dans du service, l'expertise comptable, tu vois. Mais par contre, commerce, j'avais jamais commis ça, donc je trouvais ça intéressant de se lancer là-dedans. Et en vrai, tu rencontres des difficultés que tu n'as pas sur d'autres sujets, que ce soit humain, tu vois. Tu parlais de management, justement. Alors là, je pense que le management le plus compliqué, c'est dans des structures comme ça. Ouais. Pourquoi ? Je sais même pas te l'expliquer. C'est hyper, c'est très différent en fait. C'est vraiment très différent. Les profils sont pas les mêmes, tu vois. Ouais. Les profils sont très différents de quand t'es expert comptable et que tu recrutes des collaborateurs, tu vois. Ça a rien à voir. Donc c'était compliqué. On a eu pas mal de soucis à l'ouverture et tout ça, mais maintenant ça roule, donc c'est cool. Donc ça, on a ouvert il y a 1 an. Là, en ce moment, on a aussi un projet. Donc, tout à l'heure, je te parlais de sport parce que justement, moi, j'ai perdu 27 kilos parce que j'avais pris du poids suite à un accident et puis un laisser-aller général, en gros. Et donc, mon ami d'enfance qui est préparateur sportif pour des clubs de foot, de professionnels, il a une méthode très particulière pour faire transformer les gens, que ce soit de la perte de poids, de la prise de masse musculaire, etc. Et du coup, en fait, comme ça a super bien marché sur moi, je lui ai dit, vas-y, on peut industrialiser ce que tu fais, tu vois. Et du coup, on s'est lancé dans un projet d'application qui est avec sa méthode. Donc, c'est un peu gamifié, en fait, si tu veux. Il attribue des objectifs à ses clients qui veulent une transformation. Et en fait, c'est des objectifs hebdomadaires. Et si tu atteins les objectifs hebdomadaires, ça te débloque du contenu pour que tu puisses apprendre de la nutrition, du sport, etc. Donc en fait, quand tu ressors de ce programme-là, tu as perdu du poids et puis tu as en même temps une éducation sportive et nutritionnelle, tu vois. Ouais. Donc tu apprends vraiment à manger. C'est pas juste on te dit, on te donne un programme, on te donne un plan alimentaire, on te dit tu manges ça, tu fais ci, ça et tout, mais tu comprends pourquoi tu le fais parce que en même temps, ça te débloque du contenu qui fait que tu apprends des choses, tu vois. Et donc si tu atteins les objectifs, tu peux débloquer ton contenu
petit à petit sur tes 8 semaines de transformation. Après, tu peux faire d'autres cycles si tu as envie de continuer. Mais je trouvais ce schéma hyper intéressant. Et du coup, comme moi, je l'ai vécu en mode proche, WhatsApp, je lui ai dit, viens, on fait ça sous forme digitale, mais avec ta propre méthode qui est vraiment exceptionnelle, tu vois. Et donc, c'est une appli qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Et en plus, on a fait une pub, elle est incroyable. Et je suis l'acteur de cette pub incroyable. Ah là là. Et du coup, non, franchement, la pub, elle est géniale. C'est notre équipe de com, du coup, du cabinet qui nous l'a faite. Et qui s'appelle Cossi. C'est Studio Cossi. C'est vraiment, ils sont très bons sur la création vidéo et tout. Ils sont vraiment bons. Et du coup, ça va sortir d'ici la fin de l'année. Ok, donc voilà. L'épisode tournera début janvier, donc ce sera déjà sorti. Ah bah peut-être. Et bah voilà. Donc l'application, c'est ToCoach. Ok, comment t'écris ? ToCoach. Ok, on mettra le lien, j'imagine que tout sera sorti d'ici là, et surtout le lien de la pub en plus du lien de ta photo. Oui, la pub est incroyable. Donc attends, t'as associé CK, t'as une boulangerie, où tu participes après à une boulangerie. Voilà, ouais, bien sûr. Tu participes au développement d'une application, au point d'en faire la pub, donc tu dois être investi, te connaissant un peu. Tu fais d'autres choses à côté ? Bah après, on a tous les projets internes à CK, tu vois. Et après, parce que du coup, CK, en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est tout un écosystème. Donc, on a des filiales dans différents domaines. Donc, on a un cabinet RH, tu vois, qui est filiale du cabinet. On a une société qui fait du financement de l'innovation, donc pour tout ce qui est CIR, C2I, etc. On a CK Durable, qui est sur toute la partie liée à la RSE. Moi, en ce moment, je suis en train de faire la formation bilan carbone. Tu vois, c'est des sujets importants pour nous, pour être certifié et tout. On a l'agence de communication, du coup, avec Cossi. Et tu vois, le but, c'est justement à chaque fois de voir ça comme un projet, tu vois. On fait la gestion patrimoniale et tout. Et du coup, ça, c'est des projets internes où faut y passer du temps aussi, parce qu'on doit structurer les projets, on doit compter sur le développement lié à la clientèle du cabinet, mais aussi à son propre développement, tu vois. Et donc, à chaque fois, il y a des stratégies d'entreprise sur chaque projet. Et donc, c'est ça aussi qui est super intéressant. Et puis après, on a d'autres projets en cours, mais que je ne peux pas divulguer pour l'instant. Mais on va te suivre, on va les découvrir. Mais par contre, tu vois, moi, il y a vraiment un truc qui m'intéresse grave. T'es papa d'un enfant. T'as fait un déménagement. T'as ton équipe. Tu la manages. Tu as gardé un lien au point d'être appelé la légende, mais c'est humoristique, mais c'est cool. T'as des projets entrepreneuriaux. Comment tu gères ton temps ? Et tu fais du sport. Je suis feignant. Voilà comment je gère mon temps. Oui. Je suis feignant. Non, je l'accepte pas, celle-là. Je te promets que c'est vrai. Je suis feignant et je te jure que c'est ça la règle. Je suis feignant. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, on m'a dit, si t'es feignant, tu vas devenir meilleur. Ouais. Et on m'a dit ça il y a longtemps. Et du coup, j'ai dit, ok, je vais être feignant alors. Ça m'arrange, je suis feignant. Et en fait, feignant. Attention, bien sûr, on s'entend. T'as bien compris. Non, bien sûr. Et en fait, le fait d'avoir cette réflexion-là, c'est aussi de dire, fais confiance aux gens et structure-toi pour avoir les yeux sur ce qu'il faut, tu vois, pour quand même garder le contrôle, mais tout en étant avec de la distance, tu vois. Dire que aujourd'hui, moi, mon planning d'aujourd'hui, il est quasi rempli de... Alors, il y en a plein qui vont te dire, oui, réunion à tout va, tu vois. Ouais. Mais en fait, il est... Tu vois, genre, tous les lundis matins, j'ai le point hebdo avec l'équipe com, équipe market. Tous les mercredis matins, j'ai le point avec les managers. J'ai le point avec mes associés. Et tu vois, en fait, à chaque fois, mon planning, il est comme ça. Et ça fait que les gens avec qui je travaille... J'ai suffisamment confiance en eux pour qu'ils mènent à bien les projets, tu vois, ou les différents sujets, etc. Et puis nous, on a mis en place toute une structuration qui nous permet d'être là pour valider les points importants et garder quand même la main sur les sujets. Et tu vois, on a mis en place un outil qui s'appelle Monday. Je sais pas si tu... Ouais, moi j'utilise Asana, mais c'est exactement la même chose, tu vois. Et au final, même ça nous aide grave, ouais, tu vois, parce qu'on a la vue sur tout. Et c'est vrai que, si tu veux, en fait, ma logique, c'était quand il y a peut-être 4-5 ans, un jour, j'ai dit à Daniel et Cédric, je crois que c'est quand je me suis associé, je leur ai dit, moi, les gars, par contre, gérer un cabinet comme un cabinet, ça m'intéresse pas. Donc, tu dis ça au fondateur ?
Ouais, j'étais persuadé qu'en fait, gérer un cabinet comme un cabinet, c'était une mauvaise chose. Peut-être pas dans le passé, mais en tout cas, au moment où je le disais, je pensais que c'était pas une bonne chose. Moi, dans ma tête, c'était, je leur disais, moi, je veux gérer ça comme si j'étais un industriel, tu vois. C'est-à-dire que moi, les dossiers, j'ai ma chaîne de production, je dois l'optimiser, t'as de la logistique, tu vois ce parallèle-là. Je vois très très bien. Et ben, je le faisais sur notre métier. Et je lisais des livres, justement, que ce soit sur le management ou sur plein d'autres sujets, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, ça concernait jamais notre métier, bien sûr, parce que sur notre métier, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, je faisais toujours le parallèle et je me disais, non, mais en fait, nous, c'est ça qu'on doit faire. C'est gérer la boîte comme si on était un industriel. Et c'est comme ça qu'on va passer les étapes et qu'on va grossir, tu vois. Parce qu'on a toujours été dans une démarche de croissance. On a une croissance à 2 chiffres, c'était déjà le cas avant que j'arrive, tu vois. Ouais. Mais on voulait plus que ça. Voilà. Nos objectifs sont assez élevés puisque on veut doubler d'ici 2030. Tu vois. On est en 2023. Voilà, fin 2023. On a 6-7 ans pour doubler. Je pense qu'on va y arriver. Mais je suis sûr qu'on va y arriver même. Mais on n'y arriverait pas si on gérait le cabinet comme un simple cabinet. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vrai que souvent les experts comptables sont des experts comptables. C'est-à-dire que c'est pas un jugement, hein, mais c'est vrai que souvent l'expert comptable, il entreprend pas vraiment. Tu vois, voilà, le truc historique de l'expert comptable, c'est il a son cabinet en pied d'immeuble et puis il y a quelqu'un qui rentre ou alors le bouche à oreille et puis ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Alors que nous, non, notre démarche c'était pas du tout ça. C'était de structurer le cabinet comme une vraie entreprise. C'est un projet d'entreprise. On veut valoriser la boîte, la faire monter le plus haut possible, valoriser la marque. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tout le côté structuration aujourd'hui, c'est ce qu'on fait de plus, tu vois. Daniel, Cédric et moi, en gros, 50% de notre travail, c'est de structurer ces cas. Pour la préparer justement à aller là, quoi. Aller là où on veut. On sait que nous, on a notre vision qui intègre justement l'évolution du métier, l'IA, la data, etc. Et on a notre plan d'action en interne. Et on a aussi notre plan de formation pour faire évoluer les collaborateurs. Pas plus tard que la semaine dernière, nos collaborateurs ils faisaient des bilans de compétences avec leur manager. On sait où on veut les amener, on sait où ils sont aujourd'hui. Et voilà, le but c'est de les emmener à la ligne d'arrivée, quoi. C'est quoi ta vision du métier à 2030 ? En vrai, je pense que la vision du métier, ça va changer, mais je vois pas non plus ça comme le truc, les cabinets d'expertise comptable sont morts, etc. Tu vois, cette vision-là, je l'ai pas trop. Je pense que bien sûr, ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui vont être présents sur le côté IA, data et sur transformer le cabinet d'expertise comptable un peu en cabinet de conseil, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça va être ça va pas être simple parce que ça veut dire que les profils que tu as dans ton cabinet, il va falloir un peu les orienter conseil, consulting ou chargé de clientèle ou success manager, ou enfin faut qu'ils s'intéressent au dossier, voilà. et qu'ils aient de la hauteur sur le dossier. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que ça va être ça. Après, c'est vrai qu'on risque de voir des acteurs qui vont arriver sur le marché, qui sont déjà là et qui faisaient comme si de rien n'était, mais nous on se doutait qu'il y a un moment donné ils allaient sortir la tête de l'eau et type Conto et compagnie. Je leur passe le bonjour d'ailleurs, je les aime bien. Mais quand ils envoient un questionnaire à leurs clients pour dire qu'est-ce que vous penseriez si nous on faisait de la pré-compta, ouais. T'as compris où ils veulent aller, tu vois. Bien sûr. Mais tous les acteurs aujourd'hui du digital, de l'écosystème, amis ou non amis, hein, enfin. Ouais, c'est ça, c'est logique. Ça. Mais et en fait, si tu veux, nous on a une ressource qui est exceptionnelle en tant qu'expert comptable. Les données qu'on a, ça vaut de l'or en fait, parce que on a accès à la comptabilité des boîtes dans laquelle il y a un tas d'informations qui est extraordinaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu t'appelles banque et tu te dis ok, je peux avoir accès à une donnée de qualité comme ça. Ou néobanque, tu y vas, tu vois. Et c'était une question qu'on se posait il y a peut-être, je m'en rappelle, hein, c'est quand je suis arrivé au cabinet, c'était peut-être en 2015. Je sais pas si tu as connu Banking. Bien sûr. Voilà. Banking, tu vois, en fait, Banking, c'était pour des comptes perso. Mais c'est de la pré-compta, le truc, ouais, bien sûr. qu'ils faisaient. Hein. C'est de l'affectation des dépenses. C'est vraiment de la pré-compta.
Et là, aujourd'hui, tu as plein d'outils. Donc, moi, personnellement, je travaille avec Pennylane. Et c'est vrai que, tu vois, quand tu as des outils comme ça, si derrière, tu sais un peu exploiter les données, il y a l'arrivée de la facture électronique qui va nous aider, parce qu'aujourd'hui, les données qu'on a sur les outils de production, ils sont pas ouf. Ouais. Tu vois, c'est pas encore nickel. Non, et puis c'est pas assez poussé, c'est pas assez abouti, tu vois. Quand aujourd'hui, tu as l'OCR qui va te reconnaître une facture, il suffit que toi en fait, ce que tu veux exploiter, c'est le corps de la facture, tu vois, c'est la ligne, tu vois, c'est vraiment la désignation de l'article, tu vois, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que demain je puisse apporter de l'information financière à mon client sur les articles en question, tu vois, sur l'évolution des prix, etc. Et ça, aujourd'hui, on est incapable de le faire avec les outils. Avec la facture matière première et puis basta, quoi. Voilà. Avec la facture électronique, ce sera très différent, visiblement. Après, on verra. Mais voilà, je le vois là-dessus. Après, c'est sûr que l'IA va prendre une place importante, mais pas forcément. Enfin, va prendre une place importante, mais pour supprimer des tâches, tu vois. Bien sûr. Supprimer des tâches et pas forcément supprimer des postes, peut-être certains, mais je pense surtout supprimer des tâches répétitives, chronophages qui n'apportent rien au client. Ce sera un bon assistant. Ce sera un bon assistant, et tu vois, comme on en parlait sur le sport, sur le coach sportif, c'est-à-dire que même si tu as ton IA avec ton LLM dans ton outil comptable, tu peux lui poser des questions, comment améliorer mes marges, mais si derrière t'as pas quelqu'un d'expérimenté qui vient te rassurer, que ce soit l'expert comptable ou la marque expert comptable, hein, parce que l'expert comptable, tu vas pas parler à tous tes clients tous les jours, bah t'as besoin de ça, quoi. T'as besoin d'un peu d'humain, même si l'IA elle te donne les meilleurs conseils. Demain, oui, t'auras t'auras deux offres différentes. T'auras une offre entre guillemets low cost qui sera peut-être plus axée IA, digital, etc. Parce qu'aujourd'hui, les offres en ligne, c'est bien, mais moi je sais qu'au cabinet on récupère plein de clients qui étaient dans des cabinets digitaux, et en vrai à chaque fois l'expérience elle est catastrophique, tu vois. Très souvent, pas à chaque fois, mais très souvent. Je vais pas généraliser, mais j'ai eu deux cabinets d'expertise comptable en ligne, et bon, les retours que j'en ai sont plutôt bons. Ah bon, écoute. On a eu ça compte pour moi et Dougs. Okay. Mathieu et Patrick. Dougs, ils sont bons. Dougs, ils sont très bons. Voilà. Patrick, mais sur la pluralité d'offres de cabinets en ligne, ils sont pas beaucoup à être bons. On est d'accord. On est d'accord. Et sans citer personne, mais des retours, on parle de retours, clients. Bien sûr. Et du coup, nous, c'est pas notre positionnement, tu vois. Nous, chez CK, c'est pas notre positionnement. On a un positionnement un peu plus haut de gamme, donc on peut pas aller se battre sur ce marché-là, et puis on le laisse, et puis c'est un autre modèle économique. Mais je pense que tu vois, d'un côté, tu pourras avoir l'IA qui va supprimer des tâches répétitives, mais tu auras toujours quelqu'un qui sera là. Je pense que c'est plus notre marché à nous. Et puis de l'autre côté, tu auras peut-être du 100% digital, et puis là, tu n'auras pas forcément de contact humain, mais ça correspond à la demande, quoi. Ça correspond à la demande. Tu parlais justement de ressources tout à l'heure que tu lisais. Quelles ressources on peut partager aux personnes qui nous écoutent jusqu'ici? Quels vont être les caviars que tu as pu lire? Moi, j'adore les lectures, et je suis un peu comme toi, je lis beaucoup de choses hors du secteur. Écoute, le problème que tu vas avoir avec moi, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge et que je me rappelle de rien, sauf quand il s'agit du boulot. Ouais. Mais du coup, le dernier livre que j'ai lu, c'est récemment. Alors j'ai lu 2 livres récemment, et c'est drôle, c'est qu'il y en a un, c'est le nom de ton podcast, puisqu'il s'appelle Construire et piloter une équipe gagnante. Okay. Et donc ça correspond exactement à ce que c'était pas prévu. Et je l'ai lu ça il y a peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça, tu vois. Et c'est, je crois que c'est Harvard Business School ou un truc comme ça qu'il a fait. En fait, il compile, c'est une espèce de recherche auprès de plein de CEO et tout, de grandes entreprises. Et puis ils prennent les bonnes pratiques, etc. Et puis ils condensent tout, et puis ils te donnent un peu une méthode pour construire une équipe gagnante. Donc construire et piloter une équipe gagnante. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et d'ailleurs, je m'en suis servi pour le séminaire de cette année, parce que c'est ce qu'on fait généralement. Et mon associé Cédric fait beaucoup ça, il lit beaucoup. Et puis après, il prend le bon, et puis on le partage en séminaire aux équipes quand ça les concerne. Et puis j'ai lu un autre livre, mais qui n'a rien à voir, c'est Mercator. Ok. La base du marketing. Voilà. J'ai lu la dernière édition là, qui était de 2021, je crois, la 13e édition. Et du coup, je l'ai lu là, il y a 10 jours. Voilà, j'ai pris quelques jours. Je suis parti à Rome
Et j'en ai profité pour lire le livre. Et j'ai trouvé ça super. Okay. Voilà. Et je l'ai lu parce que aujourd'hui, tu vois, je parle market avec mes équipes com et tout, tu vois, et puis au final, il y a des fois, je me sens un peu dépassé et j'aime pas ça. Ouais. Donc du coup, je me suis dit bon, je vais me former un petit peu, ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Ok, chouette, nice. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose parce que le temps file? Bah écoute, déjà, je te remercie. Oh, commence pas. Je te remercie de me recevoir. C'est un exercice cool, c'est sympa, et puis on le fait en discutant, donc c'est top. J'espère que ça pourra intéresser ta communauté. Bah j'espère. En tout cas, merci pour tout ce que t'as partagé. Je trouve que on va pas se passer un moment agréable, mais c'est un vrai kiff de pouvoir échanger avec toi à chaque fois, donc t'avoir comme ça et ouais, dans une discussion sans filtre, et partager un max sur comment t'as construit ton équipe, comment t'as réussi à partir et en fait réaliser pas mal de rêves de beaucoup, tu vois, dans une profession où on dit ouais mais vas-y, je peux pas, j'ai la période fiscale, tu vois, on est soumis quand même à un maximum de contraintes, et c'est des contraintes sectorielles, mais toi t'as dit non, vas-y, je pars, mon équipe elle reste, mon rêve, mon équilibre familial c'est de partir. Je trouve que c'est super intéressant d'avoir ce témoignage comme quoi c'est possible, et la façon que t'as eu de le décrire, de bien organiser, c'est un tips pour moi qui est incroyable à écouter et à tester, quoi. Après, la condition très importante, c'est d'avoir des équipes sur qui tu peux compter. J'aurais jamais pu le faire, sinon ça aurait été impossible. Donc en vrai, la vraie réussite que j'ai, c'est pas d'avoir pris cette décision de partir, mais c'est plutôt d'avoir pu avoir des gens sur qui je pouvais compter. Typiquement Simbou, tu vois, qui a pris le relais, le manager qui a pris le relais, ouais. De façon exemplaire, tu vois. Mes collaborateurs qui étaient même contents pour moi parce que ils savaient que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et qui sont toujours là aujourd'hui, et que tu vois, je sais très bien que si ça avait pas été eux, j'aurais pas pu le faire, tu vois. Ouais, ils étaient contents surtout parce qu'ils savaient qu'ils allaient plus te voir. Oui, je pense aussi, c'est ça. Mais ils me réclament, hein. Ils me réclament. C'est sûr, quand je viens pas assez, ils me réclament. Mais ouais. Et puis après, quand j'arrive, ils se foutent de ma gueule. Ils me redemandent de partir. Bon, tu peux rentrer, s'il te plaît, t'es en train de nous faire chier. Parce que du coup, quand je suis au bureau, je suis là à peu près 4-5 jours par mois. Mais quand je suis là, je fais chier tout le monde, quoi. Ouais, bah forcément, t'es là. Oui, voilà, je suis là, faut que tout le monde le voit. Merci beaucoup, Joe. Merci. Franchement, c'était un vrai kiff. Tu seras réinvité évidemment dans la saison 3, hein, ça va de soi. Allez. Maintenant, ça va être des rendez-vous annuels. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Il y a encore plein de sujets que j'aimerais voir avec toi. Écoutez, si vous êtes toujours là, c'est que l'épisode vous a plu. Vous connaissez la musique. Mettez 5 étoiles, partagez-le au plus grand nombre, parce que là, on est sur du caviar. La saison 2, accrochez-vous, elle va être folle. On va y mettre une énergie de fou. On va vous avoir des invités toujours plus chauds les uns que les autres, et les unes que les autres aussi, parce que il faut qu'on arrive à féminiser ce podcast. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci Joe, et n'oubliez pas, partagez-le au plus grand nombre, même sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao.